Bonjour à tous, ici le seul unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Bien avant que les empereurs ne règnent sur le nouveau monde, avant que les grandes légendes de la piraterie ne soient la tête de véritables empires, un équipage unique a fait trembler le monde entier. Les Rocks. On ne parle pas d'une petite bande de camarades. On parle d'un groupe de monstres, rassemblés par deux choses qu'ils avaient en commun. La volonté de devenir toujours plus fort et de faire de leur capitaine le roi du monde. Sengoku nous a menti, oui, je vous le dis clairement. Il a vendu les Rocks comme des pirates qui se détestaient et qui étaient prêts à se prendre la vie n'importe quand. Or, c'est un équipage qui se respecte et qui accepte la hiérarchie. Le capitaine est le capitaine, et tout le monde est porté par son rêve. Tout comme l'équipage de Luffy qui veut faire du capitaine le roi des pirates, ou encore l'équipage de Kaido qui veut faire du capitaine le roi des pirates. Les Rocks voulaient faire du capitaine le roi du monde. Ces hommes mangent tranquillement ensemble, naviguent tranquillement ensemble. Il y a certes une certaine rivalité entre les deux premiers commandants, mais combien d'équipages ou de groupes ont exactement la même chose? Kaku Diabura, Queen King, Sanji Zoro, pour ne citer que. À leur tête, Rock se dit Xebec, un homme qui a transcendé le concept même de puissance, et qui, très jeune, est parti défier le diable en personne. Avec lui, Shiki, Newgate, Big Mom, Kaido, Ochoku, H d'Argent ou encore Captain John. Xebec savait qu'il avait besoin de puissance individuelle et collective. Voilà pourquoi il a utilisé sa tête et ses poings pour recruter des monstres. Le GM tremblait et la marine n'osait pas s'approcher d'eux. Cet équipage est tellement puissant et spécial qu'il a été effacé de l'histoire. Sauf que certains souvenirs ne disparaissent jamais. Demandez aux combattants de l'époque qui étaient Xebec, qui étaient les Rocks, et voyez sur leur visage ce qu'il en est réellement. Quand Xebec a défié le diable, il n'avait pas encore d'équipage. Il a donc utilisé le Davy Back Fight pour avoir un équipage avant une bataille finale contre les forces de Him. Au départ, on avait une espèce de groupe. Xebec formait donc un équipage, et quand il arrive à Elbaf, il n'a qu'un groupe, qui n'est pas encore un véritable équipage. Pourquoi? Eh bien parce que Newgate n'est pas encore un véritable second. Newgate ne peut être un second d'équipage s'il n'y a pas encore d'équipage. Xebec voulait donc faire d'Harald son second. Voilà pourquoi il a autant forcé avec lui. La puissance d'Harald était telle qu'il en avait besoin en second. Newgate avait 26 ans. Il est resté avec Xebec pendant plus de 10 ans. Rendez-vous compte du temps que ça fait. Il a marché aux côtés de Rocks du Xebec pendant plus d'une décennie. Quand Barbe Blanche dit à Shanks « Tu n'es qu'un gamin », il parle avec fierté, mais ce n'est pas tout. En fait, l'échange est hyper intéressant car on comprend plusieurs choses. En réalité, Barbe Blanche n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas qu'un pirate. C'est une légende qui était le second de Rocks du Xebec, avant de fonder son propre empire. Il a été dit que Newgate avait atteint son prime en puissance 2 ans après God Valley, ce qui veut dire qu'il n'a jamais atteint son plein potentiel chez les Rocks. Et cet élément est hyper important car c'est la même chose pour les autres membres importants, ce qui m'amènera à parler de Xebec. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que cet homme est encore plus terrifiant que ce que vous pensez. À God Valley, Newgate a 36 ans, Big Mom 30, Kaido 21. A priori, tous les pirates importants de Rocks qui étaient dans l'équipage n'avaient pas atteint leur plein potentiel via l'âge du Prime. L'âge du Prime est un âge que j'ai théorisé il y a longtemps via des éléments qu'on avait dans le manga, et je vais vous démontrer que c'est réel. Il a été dit très officiellement que Newgate avait atteint son Prime 2 ans après God Valley. Il avait donc 38 ans. Quand Oda dessine les Mugiwara, il les fait à 40 ans et 60 ans. Pourquoi 40 ? Car tu as ton prime. Oden a perdu la vie à 39 ans. Shanks a actuellement 39 ans, etc., etc. Tu as atteint ton prime entre 38 et 40 ans. L'âge du prime, ça ne sort pas de nulle part, à condition qu'on prenne le temps d'y réfléchir un peu et qu'on ne fasse pas semblant de ne pas comprendre. Tous les Rocks étaient a priori plus jeunes que l'âge du prime, ce qui veut dire qu'ils ont perdu sans avoir combattu à leur niveau max. Logique, vous me direz, ils sont plus tard devenus beaucoup plus forts, des empereurs pour certains. Sauf que, au fond, qu'est-ce qui nous empêche de dire que pour Xebec, c'est pareil. Pourquoi est-ce que le capitaine serait, comme par hasard, le seul qui avait son niveau max à God Valley? J'ai beau y réfléchir et il n'y a rien. D'autant plus que les seconds sont très souvent plus âgés que leur capitaine. Quand on retire Newgate, Kaido et Big Mom qui ont des commandants de la même génération. Logique, vous me direz, Newgate les a adoptés. Il ne va pas adopter et recruter des enfants à l'EHPAD. Big Mom a carrément fait des enfants pour les avoir en commandant. Et Kaido a recruté un second, donc King, de la génération des commandants des autres. Le second de Shanks est plus âgé que Shanks. Le second de Roger est plus âgé que Roger. Le second de Luffy est plus âgé que Luffy. Et si on prend l'homme qui est le plus proche de Xebec, donc son fils Teach, son second, est plus âgé. Comme Newgate avait 36 ans à God Valley, Xebec pourrait avoir 35 ans à God Valley. Je ne vous dis pas que c'est sûr,
je vous dis que c'est probable. D'autant plus que je me base sur 2 éléments. Les seconds plus jeunes, et aucun de ces pirates n'est à son prime à God Valley. Dans la dernière pré-chapitre, je vous ai parlé d'Ochoku, en vous disant qu'il était le chef de la ruche, ancien territoire de son ex-capitaine Xebec. Je vous avais dit que cet homme était extrêmement puissant car Teach a dit qu'il a eu besoin de l'aide de Kobe via Rocky Port. On sait pas trop à quoi a servi Kobe, peut-être à distraire, peut-être à faire en sorte qu'il baisse sa garde, peu importe, le fait est qu'Ochoku est un monstre. Sauf que maintenant, tout s'explique. Cet homme n'avait pas encore atteint son prime chez les Rocks. Il a donc atteint son prime après God Valley. Voilà pourquoi il dirigeait la ruche. Voilà pourquoi aucun empereur n'est venu prendre le territoire. Voilà pourquoi la marine n'est pas venue. Écoutez-moi bien, ce pirate est un empereur sans couronne, qui dirigeait la ruche d'une main de fer. Après la chute du grand Rox du Xebec, le boss, c'était lui. Et personne n'est venu prendre sa tête. C'est seulement après des décennies que le fils de Xebec est venu la prendre, avec l'aide de Kobe. Et ce qui donne encore plus de crédit au fait de dire qu'Ochoku est un monstre, ce sont les mots de Xebec, qui dit que l'île est pleine de pirates aguerris, et que pour en prendre le contrôle, il faut les soumettre. Ce qui veut dire que seule la puissance permet de devenir l'amiral de la ruche. Et c'est exactement la même chose chez la marine, car seule la puissance permet de monter en grade. Voilà pourquoi la marine a préféré prendre Fujitora et Ramaki au lieu de prendre des marines de carrière. Seule la puissance permet de monter en grade. Pareil pour l'amiral en chef qui a dû battre un amiral. Ochoku était tellement puissant qu'aucun pirate n'est venu le chercher. Personne n'a pris sa tête. Aucun empereur n'est venu. La marine ne l'a jamais attaqué. Rendez-vous compte que cet homme n'était qu'un subalterne de Rox Xebec. Maintenant qu'on a compris à quel point Ochoku était terrifiant et surpuissant, on va parler d'un autre homme de Rox qui, vous le verrez, est quelqu'un d'extrêmement important dans le monde de One Piece. Don Marlon. Je pense que Don Marlon peut être encore vivant et qu'il règne en maître absolu sur tout un domaine en particulier, tout comme Ochoku régnait sur la ruche avant que Teach ne vienne. Déjà, il faut s'intéresser au travail d'Oda sur le personnage. Don Marlon, ça sonne déjà puissant, charismatique et dangereux. Pourquoi? Eh bien parce que Don, c'est l'autorité mafieuse. Oda s'inspire de Don Vito Corleone, le parrain. On parle d'un chef, d'un patriarche, de quelqu'un de craint et respecté. Et Marlon, c'est pour Marlon Brando, l'acteur légendaire, connu pour ses rôles puissants. La pègre de One Piece représente une organisation humaine qui regroupe plusieurs individus, qui a pour objectif de générer des profits à travers différents moyens. Cette entité s'appuie sur des réseaux de marché qui opèrent en totale indépendance du GM. Elle est très active dans le Nouveau Monde et on a plusieurs rôles. Les plus importants sont les acheteurs comme Big Mom ou Kaido, les courtiers qui sont des intermédiaires comme Doflamingo et les empereurs de la pègre comme le dieu de la fortune. Sauf qu'on ne les connaît pas tous et que Big Mom n'a pas le monopole relationnel. Elle a des contacts et invite des éléments importants chez elle, mais tous ne sont pas forcément invités ou ne font pas forcément le déplacement. Pour Ochoku, je vous ai dit qu'il agissait en quelque sorte comme un empereur à part qui règne sur la ruche. Je pense que pour Don Marlon, ça peut être le cas. Xebec a recruté le plus grand mafieux au monde, Don Marlon. Et après sa chute, s'il n'a pas perdu la vie, il a pu prendre la tête d'une branche de la pègre, la mafia. La pègre et la mafia sont proches, mais ce n'est pas exactement la même chose. Pour faire simple, la pègre est un terme générique qui désigne tout le monde criminel organisé. La mafia est une forme spécifique de la pègre, ou une branche, si vous préférez, avec une structure hiérarchique et culturelle définie. Si la pègre représente le monde du football, la mafia en est l'équipe pro la mieux structurée. Pourquoi la mieux structurée? Parce qu'elle suit une hiérarchie claire qui sert à organiser le pouvoir, assurer le contrôle des opérations, maintenir l'ordre et protéger les dirigeants. On a donc une hiérarchie claire et très bien organisée. Sauf que, dans notre monde, il n'existe pas et n'a jamais existé de boss mondial de toute la mafia. Le monde mafieux est fragmenté car les mafias sont indépendantes. Chaque groupe a sa propre structure, culture et zone d'influence. Ils coopèrent parfois, mais personne ne commande tout le monde. Sauf qu'il existait la commission, créée en 1931, qui regroupait les chefs des 5 familles de New York et d'autres grandes familles américaines. Il a également existé le Cupola en Italie, dirigé à un moment par Totorina, considéré comme le boss des boss officieux. Don Marlon a peut-être été capable de rassembler les familles les plus importantes pour former l'organisation mafieuse la plus importante de tous les temps. Mais alors, où situe Capone Bege dans tout ça? Eh bien, Bege était en conflit avec différentes familles mafieuses, et Jinbe nous a révélé qu'il était poursuivi par des familles cherchant à se venger. Bege a donc demandé la protection d'Ayonko, en l'occurrence Big Mom, pour échapper aux représailles de ses ennemis. Une fois à l'abri, il a élaboré un plan pour la faire tomber, dans le but, entre autres, d'obtenir une renommée internationale.
Capone Bege voulait donc devenir ce qu'était ou ce qu'a été Don Marlon, le mafieux le plus influent du monde. Capone Bege est un élément important pour comprendre le grand Don Marlon. Il a eu la protection de Big Mom, ses ennemis ne l'ont plus attaqué, c'est le principe de non-attaque à cause de la puissance adverse. On en revient au Choku, personne ne l'attaquait à cause de ça. Puis il a voulu prendre la tête de Big Mom pour devenir le nouveau Don Marlon. Sauf qu'on ne devient pas Don Marlon, car Don Marlon est un véritable monstre qui a côtoyé les plus grands pirates de tous les temps. Xebec a organisé un Davy Back Fight pour le recruter. Il parlait avec des hommes comme Newgate ou encore Ochoku. Kaido n'était qu'un petit pour lui. Avant de parler de la puissance du capitaine, on va parler de la puissance des autres, parce que déterminer leur niveau de puissance est possible via Newgate, qui a atteint son prime 2 ans après Code Valley. Quand il était à son prime et que Roger était malade, Newgate était le seul à pouvoir rivaliser avec lui. On comprend que le second de Xebec est beaucoup plus fort qu'un second équipage d'empereur, ce qui est bien sûr logique vu le capitaine. Ce qui veut dire que les vice-commandants de Xebec sont logiquement beaucoup plus forts que les vices d'un équipage Yonko. Et quand on regarde la liste, on retrouve Gloriosa, ex-impératrice Kuja. Gloriosa était donc la Boa Hancock de l'époque des Rox. Boa qui a un très bon niveau de puissance et qui n'a que 31 ans. Les vices de Rox sont donc de fait beaucoup plus forts que des vices de Yonko. Et on parle de pirates qui n'ont pas de fruits, ou en tout cas beaucoup d'entre eux. Gloriosa n'a pas de fruits, ce qui veut dire qu'elle devait impérativement compenser via du haki, ce qui est également le cas pour les autres membres. Dans les SBS du tome 112, Oda a révélé le nom d'un autre Rox, qui a 4 bras et qui était un zombie de Moria, sur Thriller Bark, Gill Buster. Il a été créé par Oda quand il avait 17 ans pour Wanted. Gill Buster est un tireur qui a une grande renommée dans le one-shot d'Oda en ôtant des vies en légitime défense. Gill Buster est très fier de ses compétences au tir et a déclaré que ses ennemis avaient 100 ans de retard sur lui. En d'autres termes, il est beaucoup trop fort au tir. Dans le one-shot, il a pu détecter Will Joe en forme fantôme, ce qui veut dire qu'Oda peut lui donner un très bon acquis de l'observation, un peu comme Yasop le tireur. Je pense donc que Xebec a recruté Gill Buster car il était connu comme étant le tireur le plus puissant du monde. D'ailleurs dans le one-shot, la police a arrêté les recherches car il était trop fort. Et les derniers mots de Gill Buster concerne sa puissance. J'en ai parlé plus tôt, il avait trop d'avance sur les autres, puis il n'est jamais réapparu. Gill Buster est donc une véritable légende qui représente parfaitement ce qu'était l'équipage des Rox, l'un des plus grands et puissants équipages de tous les temps. On en vient au capitaine, le grand, le seul, l'unique Rox Xebec, le pire cauchemar de la marine, l'homme qui humilie des amiraux à 20 ans sans être pirate, le démon qui défie le diable droit dans les yeux, l'ennemi le plus puissant du roi des pirates. Oda déclarait que Shanks ou Rayleigh étaient capables de coucher 100 000 hommes poissons via Kideroa mental facilement. Au vu du niveau de Xebec 20 ans, il était capable à 20 ans de le faire. Sauf qu'après Xebec 20 ans, on a Xebec Prime. Son Kideroa mental serait donc capable de coucher des centaines de milliers d'hommes avec une facilité déconcertante. Sauf qu'on a appris via Shanks qu'il était capable d'humilier du très haut niveau en Kideroa mental, alors qu'il n'était utile que contre des randoms. Shanks a prouvé que je ne racontais pas n'importe quoi quand j'affirmais que les meilleurs utilisateurs de Kideroa peuvent faire la même chose à du très haut niveau. À des dizaines de kilomètres, Shanks a donc détransformé un amiral. Il lui a dit de partir et l'a fait hurler de douleur. C'est ce qu'on appelle de l'intimidation par la force. Ça, c'est la puissance du Kideroa mental de Shanks. Pas besoin d'épée, le Kideroa mental seul suffit contre ce genre d'individu. D'ailleurs, dans le film Red, il le fait, un coup d'Kideroa mental et hop, Fujitora range la lame, Kizaru ne bouge plus. Maintenant, imaginez pour Rox Xebec. Imaginez son Kideroa mental. C'est simple, Aramaki perd connaissance. Dans la dernière pré-chapitre, j'ai expliqué en détail tout ce qu'il fallait comprendre pour l'escrime de Rox, ou les techniques à l'épée de Rox. Du coup, aujourd'hui, je vais limiter mon explication à 3 exemples pour que tout le monde comprenne facilement. Big Mom a officiellement de l'escrime et des techniques à l'épée. N'est-elle qu'épéiste? Bien sûr que non. Donc, si on veut l'appeler épéiste, qu'on en a envie, on le peut, ça ne change rien, mais n'est-elle qu'épéiste? Bien évidemment que non. Et n'importe quel Daikengo est bien meilleur à l'épée qu'elle, sauf que globalement, elle est plus puissante. Kaido a des techniques d'escrime même sans épée.
via Tatsumaki, une technique d'épéiste qui tranche comme Zoro. Doit-on dire que Kaido n'est qu'épéiste? Bien évidemment que non. Voilà pourquoi King dit qu'il n'est pas épéiste. Tu peux avoir une épée, de l'escrime ou des techniques d'escrime, ça ne change rien. Ça ne fait pas de toi qu'un épéiste. Pour finir, on va faire encore plus clair. Lucci a officiellement des techniques d'épée. Kaku dit que les siennes sont les plus puissantes du CP9. Kaku est donc un épéiste plus puissant que Lucci. Pourtant, rien qu'au Doriki, Lucci a le double. Et même sans Doriki, qui dira que Kaku est plus puissant? Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut nuancer et approfondir le sujet pour tout comprendre. Shanks qui terrifie Aramaki via du haki des rois mental, est-ce que c'est une technique d'épée? Est-ce que c'est de l'escrime? Non. Alors pourquoi vouloir présenter Shanks comme s'il n'était qu'épéiste? Lui qui, après avoir perdu un bras et perdu en escrime, est devenu beaucoup plus puissant via son haki des rois. Pour Xebec, c'est pareil. Xebec se fout littéralement de la voie du sabre comme King. Xebec est capable de sortir un pistolet comme si de rien n'était. Dans le chapitre 1096, on a pu voir un peu de God Valley, mais pas trop non plus. Pourquoi? Car il manquait le design de l'un des deux éléments les plus importants, Xebec. Sauf que maintenant qu'on l'a vu, on pourra voir tout God Valley et surtout les véritables pouvoirs de Xebec. Et je vous préviens dès maintenant, si vous pensez quasiment tout savoir du haki des rois, oubliez ça tout de suite. Rox du Xebec a des pouvoirs destructeurs d'un niveau tellement évolué qu'il fera passer tout ce qu'on a vu pour des petites techniques. Shanks n'a pas encore dévoilé tous ses pouvoirs du haki des rois et Xebec est encore plus puissant que lui. Comprenez bien ce que ça implique. Il n'existe pas de mot assez fort pour décrire les véritables pouvoirs du haki des rois de Rox du Xebec. Allez Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.